Un visage hante l'Allemagne de l'Ouest à la fin des années 70. Un regard met en alerte un pays entier. Sa jeunesse est à la dérive. Christiane F. vit à Berlin-Ouest, alors entourée par le mur. Elle a 13 ans, se drogue et se prostitue pour payer ses doses d'héroïne. Chaque semaine, le magazine Stern publie le récit de son quotidien. Un an plus tard, à partir de son témoignage, un livre autobiographique paraît. Il bondit en tête des ventes, est traduit en 18 langues et sans cesse réédité. L'onde de choc est immédiate. Plus jamais les toxicomanes ne seront perçus de la même manière. Das Buch und der anschließende Film zum Buch machten aber auch eine 15-Jährige zum prominentesten Junkie der Republik. Auf einmal wusste jeder, was mit Drücken gemeint ist und wie man Age akzentfrei ausspricht. Später wurde daraus ein Bestseller und die Bibel einer ganzen Teenager-Generation. Désormais, celui qu'on appelle le junkie est une jeune fille de classe moyenne qui habite dans une tour, va au collège et se prostitue l'après-midi pour payer ses doses. C'est l'exemple à ne pas suivre. C'est l'exemple qui fascine. Du bist halt einfach zu einem Symbol geworden und das belastet dich. Ja, weil es so eigentlich unheimlich gefährlich für andere, wenn die mich als Symbol erkennen, weil ich selber noch auf der Suche bin nach meinem eigenen Symbol. Je déambule sur ce quai de métro comme une star parmi les stars. Je vois les mémés chargées de sacs en plastique au nom de grands magasins nous zioter, épouvantés. Elles ont vraiment peur. Et je me dis, nous, les toxicos, on leur est vachement supérieurs. Ici, la vie est dure. On peut mourir du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on ne fera pas de vieux os. Mais cette vie, c'est nous qui l'avons choisie. Moi, en tout cas, ça me plaît. Je pense à tout le fric que je gagne. J'ai besoin de 100 marks par jour, rien que pour la cam. J'avais remarqué que soudainement, des jeunes commençaient à traîner sur les places des centres-villes. Ils n'étaient pas là avant et on aurait dit des SDF. Ces jeunes ne semblaient plus capables de fonctionner dans cette société et ça m'a rendu curieux. La drogue n'était pas un sujet dont on parlait en Allemagne à l'époque. Ce n'était pas considéré comme assez convenable et ça ne correspondait en rien à l'image bourgeoise de ce que devait être la jeunesse. Le rédacteur en chef du Stern trouvait ça vraiment répugnant, car pour lui, la jeunesse allemande a toujours été différente, n'est-ce pas? J'ai trouvé cette fille tout simplement fascinante. Was ich damit eigentlich vorhatte, kann ich nicht genau sagen, weil ich zu der Zeit 15 gewesen bin. Das ist jetzt 6 Jahre her. Also ich kann es ja nicht mehr so genau erklären, warum. Ich wollte wahrscheinlich auch einfach mal, weil mir halt, ich hatte keinen Therapieleiter oder irgendjemand, der mir hilft oder wo ich mal reden konnte. Und war das so waren eine Art halt, so genau, alles rauskotzen? Genau, das war halt einfach mal alles rauszuholen. Quand j'ai lu le livre pour la première fois, il m'a littéralement jeté un sort. Il fait partie de ces livres qu'on ne peut pas lâcher une fois commencé. Je pense que cette histoire a également levé le voile sur un phénomène qui existait déjà. Oui, on sentait que quelque chose mijotait, quelque chose se tramait. Tous ces jeunes fabriquaient une véritable culture liée aux drogues. À l'époque, quand je sortais beaucoup, il y avait encore au même endroit ce qu'on appelait le trottoir des petites filles. Derrière le zoo, c'était des lieux de prostitution.
Il y avait aussi pas mal de jeunes hommes qui se faisaient là-bas de l'argent rapide. Et tout cela a existé très longtemps. Je suis morte de peur. Je pense aux conseils de Babsi et de Stella. Éviter les jeunes types en voiture de sport ou en grosse américaine, c'est peut-être un souteneur. Les vieux, avec cravate et un peu de brioche, c'est ok, surtout s'ils ont un chapeau. Mais le mieux, ce sont les mecs qui trimballent un siège d'enfant sur la banquette arrière. De braves pères de famille, juste en quête d'un peu de changement. Et ils ont encore plus la trouille que nous. Pour moi, cette histoire est une histoire d'adolescence et de ses problèmes. Elle est très proche de ce que traversent tous les adolescents. Mais avec elle, ça se termine de façon extrême. Et c'est ce que j'ai trouvé de si attirant dans cette histoire. Ne pas décrire le toxicomane comme un extraterrestre venu d'un autre monde, mais le montrer tel qu'il est, comme toi ou moi. De très nombreuses jeunes filles sont tombées très rapidement dans l'héroïne à l'époque. Et pour financer tout ça, il leur fallait de l'argent. Et il y avait seulement 2 ou 3 façons de s'en procurer. C'était soit par les vols, les agressions, en devenant pickpocket, ou bien en se prostituant. Et ça concernait les filles comme les garçons. Pour les filles, il y avait un endroit spécial, le baby-trottoir de la cour Fürstenstraße, qu'on appelait ainsi car il y avait de nombreuses consommatrices d'héroïne qui étaient toutes très jeunes. Wie alt bist du? 14. Und seit wann drückst du? 1,5 Jahren. Wie viel drückst du pro Tag? Na, für 100 Mark. Wo holst du das Geld her? Zum Anschaffen gehen, also ich gehe anschaffen. Wie bist du dazu gekommen? Also ich bin in die Diskothek gegangen, ja, und da habe ich eben mit den ganzen Leuten da Kontakt gehabt. Ja, und da fing es mit Haschisch an, mit Pillen. Ja. Und dann sind die Pillen langweilig geworden, da habe ich einen Sneef gemacht, ja, und dann habe ich eben angefangen zu drücken. Ja. Hier, Babette, Babsi, kannte ich auch vom Ici, c'est Babette, Babsi. Je la connaissais aussi de là-bas. Il y avait beaucoup de personnes de son âge là-bas qui se prostituaient vraiment tous les jours. Des travailleuses du sexe avec pour clients des policiers, des juges, des procureurs. Oui, avec ces très jeunes filles. C'était la meilleure amie de Christiane. La belle-fille d'un célèbre pianiste est, à 14 ans, la plus jeune victime de l'héroïne à Berlin. Et on voit là la photo et sa légende. Je trouve ça très saisissant. Presque plus que d'autres choses qu'on trouve dans le livre. Je trouve aussi incroyable cette photo de la cité Gropiusstadt. Oui, c'est une photo fascinante. Gropiusstadt était un quartier considéré comme très attirant à cause de toutes ces nouvelles constructions et des grands ensembles. Les immeubles anciens étaient vraiment mal vus. Et c'était là que la génération de nos parents rêvait à l'époque de s'installer. Die neue Stadt wächst langsam, aber sie wächst harmonisch. Sie fügt sich gut ein in die Landschaft. Sie hat schon so etwas wie ein Gesicht. Jedenfalls die Bewohner fühlen sich zu Hause. Sie haben sich angefreundet mit der Gropiusstadt, die ihre neue Heimat wurde und in der manches so schön kleinstädtisch geblieben ist, dass selbst die modernsten Fassaden noch richtig gemütlich wirken. C'est très bien décrit dans le livre Moi, Christian F. Il n'y avait pas un arbre, pas un arbuste, c'était un désert de béton. Et il n'y avait à Gropiusstadt aucune infrastructure sociale, aucun lieu de rencontre pour les jeunes, pas de MJC ni d'aire de jeu pour les enfants. À la cité Gropius, on apprend pour ainsi dire automatiquement à transgresser les interdictions. D'ailleurs, tout ou presque est interdit, et surtout de jouer à ce qui vous amuse. La cité est hérissée de panneaux. Les prétendus parcs qui séparent les tours sont de véritables forêts de panneaux. Et presque tous ces panneaux interdisent quelque chose aux enfants.
À la cité Gropius, tout ce qui est permis est affreusement ennuyeux et tout ce qui est interdit est amusant. Christiane faisait partie de ces jeunes qui ont senti très vite que la vie dans cette ville était en train de la tuer. Da sie nicht so recht wissen, wohin, sind die jungen Leute oft unliebsame Gäste vor den Einkaufszentren, in Parkhäusern und auf Spielplätzen oder sie werden unfreiwillig häuslich. La seule chose que l'on pouvait faire ici, c'était de créer un lieu de rencontre pour ces jeunes. Dès le début, nous avons travaillé avec l'idée que les jeunes allaient tout organiser et administrer tout eux-mêmes. Et pour eux, ce qui était le plus important, c'était de se rencontrer, d'écouter leur musique, de danser et, grâce à ça, créer du lien. Mindestens 150 Jugendliche kommen zur Sauna mit Beat, wie sie es nennen. Was halten Sie hier von den Räumen für Jugendliche? Also ich meine Mangel und Platzmangel. Ich weiß nicht, wo sich die Jugendlichen unterbringen sollen. Und sie treiben sich auf Plätzen rum und da erringen sich manche Erwachsene auf, dass irgendwie Radau entsteht. Ils nous ont raconté qu'ils ne consommaient pas seulement du cannabis, mais aussi d'autres drogues. Ils essayaient tout ce qui les faisait se sentir défoncés, comme ils disaient eux-mêmes. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, rend la vie plus douce, modifie la conscience. Ils ont essayé tout cela. Au bout d'un moment, ça a commencé avec l'héroïne. Il s'agissait d'environ 30, 40 filles ou garçons sur un total de 400, 500 jeunes qui prenaient de l'héroïne assez régulièrement. C'était un moyen pour eux de surmonter cette tristesse dans laquelle ils devaient vivre. Et c'est là que les gros problèmes ont commencé. Wie soll man aus der Gropiusstadt rauskommen? Wie soll man aus einer Schule rauskommen, wo sie die ganze Stunde über nur schwatzen und Krach machen und man nichts verstehen kann? Am Ende fängst du halt selber an. Ich habe mittags die Schultasche halt also nach Hause gebracht und habe gleich die Tür wieder zugehauen und war halt dann also auf den U-Bahnhöfen. Das hat sich schon so ergeben auf dem Weg zur Schule. Überhaupt dieses auf U-Bahnhöfen rumstehen. Au Sand, il y a de la drogue à gogo. Je prends de tout, Valium, ephédrine, mandrakes. En plus, bien sûr, je fume des tas de joints et au moins 2 fois par semaine, je me paie un voyage. Nous avalons stimulants et barbituriques par poignée. On peut choisir son humeur. Le Sound, c'était un monde en soi. Il fallait y aller. Là-bas, c'était Pink Floyd, Uma Guma, la musique psychédélique, plein d'autres choses pas faites pour danser forcément, mais de toute façon, sous drogue, on danse même sur le JT. C'était ça le Sound. C'était comme si on flottait. On était en suspens. Il ne s'agissait pas d'être high, mais d'avoir le sentiment d'être vivant. Quand on était là, on planait loin de toute cette saloperie, de toutes ces exigences, des parents qui étaient horribles, de la police, tout ça. Tu flottais loin de tout ça. Je ne peux plus me figurer de samedi soir sans le Sound. Je le trouve de plus en plus génial. Et aussi les gens que j'y rencontre. Ce sont eux maintenant mes idoles. Elle voulait simplement une forme de famille, être en groupe, avec le sentiment d'être en sécurité. Tout le monde connaît ce sentiment-là. C'est pourquoi on peut tous s'identifier à ce texte, même si on n'a jamais fumé une seule cigarette. Elle ressentait toute cette douleur et ce vide, et elle avait surtout ce désir d'avoir des amis. Et c'est au contact de cette bande que l'héroïne surgit, et c'est ce qui a été déterminant pour elle. Je prends ma dose de poudre et je prise. C'est amer et irritant. Au début, c'est tout ce que je ressens. Je réprime une envie de vomir et recrache une partie du truc. Et puis ça vient. Très vite. J'ai les membres lourds, et en même temps formidablement légers. Je suis horriblement fatiguée. Et c'est le pied. Tous mes emmerdements se sont envolés d'un seul coup. Je ne me suis jamais sentie aussi en forme.
Elle était aussi très claire sur le fait que passer son enfance en Allemagne de l'Ouest, à Berlin, peut être très merdique. Au début, pour elle, l'essentiel était de pouvoir échapper à toute cette réalité grise. Elle avait ce désir ardent d'une vie différente, plus belle. J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'une boîte de conserve où quelqu'un touille avec une cuillère géante. Le vacarme que fait cette rame de métro dans le tunnel est effroyable, insupportable. Les voyageurs ont tous des masques horribles. C'est-à-dire qu'ils ont la même tête que d'habitude, ces salauds. C'est juste que je les vois mieux, que je me rends mieux compte à quel point ils ont l'air dégueulasses, ces bourgeois. Ils doivent rentrer de leur saleté de travail. Après, ils vont regarder la télé, aller au pieu et remettre ça. Elle a pris des médocs et elle est complètement clairvoyante sur ces gens. À l'époque, je ne prenais pas beaucoup le métro. Mais quand je le faisais, c'était avec mon canari pour aller chez le vétérinaire. Je me suis dit, ok, il y a des gens qui observent mes parents, moi, quand on est assis là dans le métro, et ils portent sur nous un regard complètement différent. Je pense que la force du livre, c'est en partie la grande colère que Christiane s'autorise à avoir contre cette société et contre son monde. Et ça m'a vraiment impressionné à l'époque. C'est possible de laisser vraiment sortir sa colère comme ça. Et c'est ce qu'elle fait. Je voulais absolument que Christiane soit ma meilleure amie. Je voulais absolument faire partie de cette bande. Je pense que ces enfants de la gare de Dessau étaient précurseurs du mouvement Nos Futurs en Allemagne. Le livre a été publié en 1978 et ensuite Nos Futurs est apparu. Et moi, quand j'étais punk, juste avant les années 80, ça a vraiment démarré. Le livre était vraiment pionnier de ce mouvement punk. Ce sentiment qu'on pouvait simplement, excusez-moi, dire merde à nos parents, c'est ce qu'on a appris avec ce livre, qu'on peut tout quitter, être autonome. Oui, tout ça a provoqué un peu de rébellion. On peut ajouter que la génération de Christiane, c'est-à-dire ma génération, nous, on est les enfants de parents qui ont vécu la guerre. La génération de nos parents a passé sous silence certaines expériences. La plupart des parents ont vraiment vécu des choses terribles durant la guerre. Ils ont été traumatisés par leur passé et n'ont jamais pu travailler leur traumatisme. Et évidemment, tous ces traumas se transmettent dans la famille de génération en génération. Nous, on ne pouvait pas du tout aborder ces questions-là avec nos parents. Et eux ne voulaient pas en parler avec nous, et nous non plus. Ça veut dire qu'on était complètement seuls avec toute cette merde en nous. Cette génération qui a fait la guerre souffrait du fait qu'il n'y avait plus de discipline ni d'ordre. Leur vision du monde s'était complètement effritée. Pour eux, plus rien n'allait. Nous, on voulait se libérer de cet autoritarisme et de ce silence. Et ça nous a conduit à une rébellion, avec notamment l'alcool bourgeois, les autres drogues, cannabis, héroïne, cool. Tout ça était très politique et signifiait un véritable soulèvement contre les parents. Une révolte contre le silence des mères et des pères, contre cette amnésie persistante des parents, élevés pour la plupart sous le national-socialisme. Le fond de l'air est comme empoisonné par les non-dits et les refoulements. On est au début des années 70, époque morne et grise, l'enfance de Christiane.
Und es war ein unfreundliches und kaltes Klima. Ich meine, in den 70er Jahren so eine schlimme Endzeitstimmung. Man hat mir ein Stück meiner Jugend genommen. Und es war damals dieser deutsche Herbst und es war ein fieses Feeling. Da reiht sich Christiane F. auch ein. Christiane F. traverse cette histoire très sombre de la République fédérale de la fin des années 70 et des années 80. L'atmosphère y est très fortement dystopique. De très nombreuses idées de réveil, de renouveau, initiées après 68, ont été renversées. L'atmosphère est au renoncement, avec le sentiment d'être à l'étroit. C'était impossible de dire que c'était la merde, que ça n'allait pas du tout. Il fallait toujours être dans l'apparence. C'était le gamin du chocolat Kinder, c'était la femme au foyer qui réussit tout dans sa vie, etc. On n'avait pas le choix à ce moment-là. Toutes les histoires devaient être couronnées de succès. Tout le monde avait l'air en bonne santé, bien propre. Et évidemment, ce n'était pas le cas. On a une crise économique avec les chocs pétroliers. Le contexte politique est très compliqué, sécuritaire, avec ce qu'on appelle le terrorisme de gauche. Dann sehe ich wirklich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror, den wir in Berlin schon erlebt haben und uns angedroht wird, und zwischen dem SA-Terror der 30er Jahre. Ulrike Meinhof est membre de la fraction Armée Rouge. Dès la fin des années 60, le groupe revendique une lutte armée pour refonder la société et l'État. La fraction Armée Rouge multiplie attentats, prises d'otages et assassinats, dont celui de Hans Martin Schleyer, patron des patrons allemands et ancien dignitaire nazi. Beaucoup de fixeurs trouvent les terroristes formidables. Il y en a même qui ont essayé d'entrer dans un groupe terroriste avant de se défoncer à l'héros. Au moment de l'enlèvement de Schleyer, ça m'a tenté moi aussi. Mais j'ai horreur de la violence. Je me disais cependant que ces gens de la bande Abadher faisaient peut-être la bonne analyse de la situation. Qu'on ne peut changer cette société pourrie que par la violence. En réponse aux actions terroristes de la fraction Armée Rouge, le gouvernement allemand cède à une véritable frénésie répressive. Dans un climat anxiogène, armée et police se déploient sur les routes de campagne, en bord d'autoroutes, devant les gares. Le pays entier est quadrillé afin de pister toute sympathie avec les terroristes. La traque est omniprésente. Le gouvernement impose le principe d'interdiction professionnelle. Chaque fonctionnaire supposé avoir des liens avec les mouvements d'extrême gauche doit démissionner. Leider ist es so, meine Damen und Herren, dass zu viel Denken und eine eigene Meinung haben in unserem Staat gefährlich werden kann, zumindest dann, wenn man Beamter werden will. Es wird ein Klima des Duckmäusertums und der Anpassung geschaffen. Mon enfance a été marquée par une esthétique bien particulière. Dans tous les bâtiments publics, les bureaux de poste et même les lycées, ces avis de recherche des terroristes étaient collés. On voyait bien leurs photos imprimées grossièrement en noir et blanc. C'est assez intéressant, ces photos reproduites ici. Les photos des amis de Christiane, pour certains morts à cause de la drogue. L'esthétique, le langage visuel sont très similaires aux portraits des terroristes. J'ai eu l'impression que la société a peur de ces personnes. Elle s'inquiète aussi pour elle, mais c'est surtout une menace diffuse. L'automne même où le livre a été publié, on a eu la permission de regarder la télé à la maison. On a regardé l'arrivée en Allemagne des otages en provenance de Mogadiscio. À l'époque, les terroristes de la fraction Armée Rouge avaient détourné cet avion afin d'exiger que les membres du groupe emprisonnés soient relâchés. Wenige Stunden nach Bekanntwerden der Geiselbefreiung in Mogadischu erschossen sich in Stammheim Andreas Baader und Jan-Karl Raspe. Gudrun Enslin erhängte sich in ihrer Zelle. Ein vorläufiger Bericht ihrer Obduktion bestätigt, dass keinerlei Anzeichen für Fremdverschulden vorliegen.
Quelque chose dans l'air disait « Le terrorisme qui nous occupe depuis 10 ans maintenant est vaincu, malgré tous ces morts. » Un nouveau refrain est apparu. Maintenant, voilà ce qui va suivre. Maintenant, ce sont les drogues qui arrivent. Donc la peur du terrorisme, et avec cela la peur que nos enfants deviennent terroristes, a été remplacée sans transition par cette histoire de l'Allemagne de l'Ouest. À partir de maintenant, nos enfants ne risquent peut-être plus de devenir terroristes, mais ils pourraient bien devenir toxicomanes. Notre génération, c'était une génération qui ne hurlait pas si fort, mais qui était plutôt refermée sur elle-même, en elle-même, avec ses petits groupes. À mes yeux, on est plutôt la génération perdue. On était plutôt très introvertis. Ça vient aussi de l'acte de se piquer. Se shooter, c'est un acte auto-agressif. C'est comme une résistance silencieuse. C'est ça le plus cynique dans toute cette histoire. Ils n'ont été remarqués qu'à leur mort. Et les hommes politiques ont réagi. Ils ont dit « Ces jeunes, ils s'excluent d'eux-mêmes, ils refusent le système et nous, on ne peut pas laisser faire ça. Et c'est pour cela qu'il faut faire ces lois. » Sie klappern die Bahnhöfe ab, durchkämmen die einschlägigen Lokale und suchen ihre Kandidaten mehr und mehr auch auf dem Strich. Rauschgifteinsatz der Fahndungsgruppe City, hier beim Streifengang auf dem U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Die Polizei schätzt die Zahl der Rauschgiftsüchtigen auf ca. 5000. Et pour la première fois, des unités de police spéciales ont été créées et les infractions ont été inscrites dans le code pénal. Ensuite, dans les années 1980-81, il y a eu la deuxième loi sur les stupéfiants. Et elle était terriblement dure. Tout contact avec les drogues a été interdit, considéré comme une infraction punissable, peu importe où et comment. Et les peines se sont durcies. Par cette loi, l'État a fabriqué une immense masse de délinquants qu'il fallait gérer. On a déjà notre sachet de cam dans la poche et il nous reste plein de fric. Je remarque l'afflux de flics en civil sur le quai du métro. Une rafle. Une rame entre en gare. Paniqué, je pique un sprint. J'ai l'impression d'être un hors-la-loi dans un western. Je vais me retrouver pendu au premier arbre venu. Je me serre contre Detlef. Un des flics nous dit: pas la peine de jouer à Roméo et Juliette, allez, allez. Il nous embarque dans un minibus et nous amène au poste. Les prisons ont donc été remplies de toxicomanes et la police a mené une guerre peu concluante contre la drogue jusqu'à aujourd'hui. Et le problème n'est toujours pas résolu. Moi, Christian F. est aussi un livre d'une grande puissance parce qu'il a renouvelé le regard sur les consommateurs d'héroïne et le milieu de la drogue. Avant, l'image classique de l'époque, qui représentait les consommateurs d'héroïne, était surtout masculine. Les junkies étaient des hommes, avec l'air malsain et malade. Et soudain, Christian F. apparaît comme le visage de ce milieu. C'est une jeune fille jolie, coriace, intelligente, et tout ça a évidemment suscité beaucoup d'empathie. Et ainsi, les idées de pénalisation des drogues et de leurs usagers sont devenues très difficiles à accepter. Le livre offre une autre perspective sur les consommateurs de drogue. Ils ne proviennent pas forcément de ce qu'on appelle la contre-culture, les mouvements d'opposition, les protestations étudiantes, mais ce sont des enfants, des jeunes tout à fait normaux qui viennent de nos banlieues. Car le message était clair, ça pourrait aussi être nos enfants. In Berlin haben sich Eltern zu einer Selbsthilfeorganisation zusammengeschlossen. Sie reden miteinander und versuchen damit, sich gegenseitig zu helfen. Ich versuchte, ihn irgendwie zu decken. Vielleicht war das falsch. Heute würde ich es gleich nicht mehr tun. Ich versuchte, ihn irgendwie selbst zu bewegen, dass er das nicht mehr nahm und dann eben davon allein abkam. Ich glaubte, dass das möglich wäre. Es ist schrecklich, mit einem Süchtchen zu leben. Und ich meine, das wird manche Frau wissen, die mit einem Alkoholiker lebt. Das ist auch schrecklich, mit einem Alkoholiker zu leben.
Und genauso schrecklich ist es, mit einem Süchtchen zu leben. Das ist grausam. Das haben sich zu Hause 10 abgespielt. Ich wollte schon mal vom Balkon springen. So weit war ich mit den Nerven. Man geht kaputt. Gott sei Dank haben wir uns beide gegenseitig gehalten. Es gibt aber natürlich auch sehr viele einzelne Mütter, die Kinder haben und die süchtig sind. Die Frauen sind noch schlimmer dran, die keinen haben, der ihnen helfen tut. Et puis, il y a eu toutes ces questions que posait la presse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne fait-on rien contre ce fléau? Pourquoi rien n'est prévu? Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes qui sont des enfants et qui ont pourtant déjà vécu des expériences que beaucoup d'adultes n'ont jamais vécues de toute leur vie? Et quelle réponse y a-t-il? Et où peuvent-ils aller finalement? Ma mère a compris qu'elle ne peut plus m'aider. Elle n'arrête pas de téléphoner à droite à gauche, service social par-ci, centre antidrogue par-là, et paraît de plus en plus désespérée car elle se rend bien compte que personne ne peut ou ne veut nous aider, elle et moi. En fait, on n'a pas encore de thérapie pour les enfants. La plupart des parents se sont d'abord tournés vers la psychiatrie, mais l'institution psychiatrique était complètement démunie. Pour eux, les toxicomanes étaient des personnes hors de la société, hors normes, avec un mode de vie qu'ils ne comprenaient pas du tout. Les institutions thérapeutiques, comme Synanon par exemple, avaient une approche autoritaire très stricte à l'époque, à savoir la destruction de la personnalité addictive. Comme un phénix qui renaît de ses cendres avec sa nouvelle personnalité, sans addiction. C'était leur concept là-bas. Et ils ont gardé cette ligne dure longtemps. Et on y restait jusqu'à la fin. Parce que selon eux, accro un jour, accro toujours. On restait donc dans cette communauté pour toute la vie. Dans les années 70 et 80, c'était un peu comme une secte. Pas de sucre, pas de café, pas de thé. Rien qui puisse créer une dépendance. On avait le droit de rien faire, sauf travailler et manger ce qui était autorisé, afin que la personnalité addictive soit détruite. Je ne suis pas très rassurée. D'après ce qu'on raconte, ces thérapies sont vachement dures. C'est pire que la prison. À Synanon, ils vous rasent la tête. C'est selon eux le symbole du début d'une vie nouvelle. Me balader avec un crâne à la Kojak, ça je n'y arriverai pas. Mes cheveux, c'est ce à quoi je tiens le plus. Derrière eux, je dissimule mon visage. S'ils me les coupent, autant me supprimer tout de suite. Je crois que le tabou autour de la dépendance s'est dissipé grâce au livre. Avant, on ne parlait pas non plus de la dépendance à l'alcool. Le livre a poussé beaucoup de gens à s'exprimer. On a besoin d'aide pour ces familles, pour ces jeunes. On ne veut pas qu'une génération entière devienne toxicomane. Et là, l'État a commencé à mettre en place tout un système d'aide. Un premier rapport sur la drogue a été présenté à la Chambre des députés. Il a été alors décidé de créer un poste spécial, un commissaire aux drogues, qui à l'époque dépendait encore du ministère de la Jeunesse. Car oui, on pensait encore à l'époque que c'était un problème de jeunes. Aber eine Gesellschaft ist auch nur so human, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Es werden viel mehr schwache Mitglieder der Gesellschaft künftig ins Blickfeld genommen werden müssen als bisher, und es wird uns alle viel kosten. Et puis, il y a eu une grosse pression auprès des politiques, ce qui a permis de lever des fonds et de créer des aides accessibles pour les soins, comme des centres de conseil en toxicomanie et certains types de colocations thérapeutiques. Es ist bekannt, dass es in der Bundesrepublik und West-Berlin einschließlich der Dunkelziffer 100.000 Süchtige gibt, aber nur 1.200 Therapieplätze. Et les bases de la prise en compte des consommateurs de drogue et du système d'aide ont été fondées à ce moment-là. Un autre fixeur est venu se piquer dans les WC. Un type complètement vidé, au dernier stade de la déchéance.
Je lui demande de me prêter ses ustensiles. Il accepte. Mais brusquement, ça me répugne affreusement de m'enfoncer cette aiguille dans la veine. Hey Süße, na, was darf sein? Was brauchst du? Von allem 10. Also 10 Pumpen, 10 Mal Wasser, Ja. 10 kurze Nadeln, alles 10. Alles 10. Alles 10. Alles 10. Reichen die 3? Ja. 10 Malte. 10 Pflaster? Pflaster brauche ich keine. Okay. Wolltest du nicht irgendwie eine Therapie machen? Also ich darf ja nur zur Therapie gehen, wenn du ich clean keine bist. Drogen konsumiere, wenn ich clean bin. Ich muss vorher den Entzug mindestens 3 Monate ja erfolgreich hinter mir haben und erst dann darf ich zur Therapie. Und ich finde, das ist totaler Bullshit, weil es wird nicht besser. Also ich schaffe es alleine nicht. Also ich sage ja dann schon, okay, dann brauche ich Hilfe. Ja. Super. Kann man sonst noch was für dich tun? Ja, ist okay. Könnte besser sein. Ich sage immer den Umständen entsprechend. Ja. Alles klar. Dann habt einen schönen Tag, wa? Pass auf dich auf. Tschüss. Wir haben keinen Anspruch auf Abstinenz. Chez nous, nous n'avons aucune obligation d'abstinence. Chacun vient comme il est. On essaie surtout de construire une relation d'écoute. C'est un endroit sûr pour eux, où ils ont le droit d'être eux-mêmes, et ça, c'est déjà beaucoup. Je crois vraiment que les toxicomanes sont désormais considérés comme des personnes, et pas comme des déchets, car ce mot junkie ne signifie rien d'autre que déchet. Aujourd'hui, on ne dit plus junkie, on dit personne qui consomme des drogues. Le livre, moi, Christiane F., était sur toutes les lèvres à l'époque. Tout le monde en parlait. Et grâce à ce livre, les toxicomanes ont obtenu une voix qui a décrit la situation telle qu'elle était vraiment. Comme chaque jour, je me regarde dans la glace. J'y vois un visage étranger, ravagé. Ce visage ne m'appartient pas. Pas plus que ce corps squelettique. Celui-là, d'ailleurs, je ne le sens même plus. L'héroïne l'a rendu insensible à la faim, à la douleur et même à la fièvre. Il ne se réveille que quand il est en crise de manque. Debout devant le miroir, je me prépare mon shoot. Detlef est le petit ami de Christiane dans le livre. C'est aussi le rôle que j'ai joué quand j'étais moi-même adolescent. J'avais alors 15 ans. Voilà une scène qui se joue dans les escaliers du Sound, en bas. Mais à ça correspond ça. Cette autre réalité qu'elle rencontrait là-bas. Die ganze Scheiße, das ist nur, weil wir drücken. Aber wir schaffen es schon noch. Irgendwann fangen wir einfach an zu entziehen. Cette histoire de Christiane, le livre et plus tard le film, a été utilisée pour l'éducation, pour des cours de prévention aux addictions. Il fallait créer de l'effroi, être dissuasif, regarder jusqu'où la destruction peut aller. Finalement, Christiane F., c'est la chair de poule semi-fictionnelle de la classe moyenne.
qui a été très choqué par ce livre et a appris une chose, il est impossible de laisser nos enfants faire cela. Et bien sûr, les enseignants s'y intéressaient aussi. Avant, les enfants de l'école primaire étaient nourris par les enseignants, par les lectures des contes de Grimm, des contes de fées ou des romans d'épouvante. Et ça, c'est un roman d'épouvante. Biolehrer, die biologische Wirkung. Also, dann haben wir in Sovi durchgesprochen, wie das auch soziologisch wirkt. Warum, wie man dazu kommt. Christian F. haben wir durchgenommen, das ganze Buch. Haben wir ein Vierteljahr dran geknabbert, dann Therapien, Therapiearten, welche es da gibt und die Zukunft von ehemaligen Drogenabhängigen. Und in Deutsch haben wir dann auch nochmal Christian F. durchgenommen. Und so langsam steht es dann an allem bis hier. Les adultes ne réagissent pas comme les enfants et les jeunes. Leur perception est différente. Et les conclusions qu'ils en tirent sont également différentes. Les enseignants ne pouvaient pas imaginer que le livre serait si fascinant pour les jeunes. Ils ont pensé que cela les effraierait comme eux-mêmes l'ont été. Alors ils se sont dit, allez, on en parle en cours. Le problème, c'est que ça a été pensé comme un livre antidrogue. Regardez ce qui peut arriver. Ce qui s'est vraiment passé? Des classes, des bus scolaires ont débarqué en masse à Berlin. Ils voulaient vivre ce que Christian avait vécu. Sag mal, was macht ihr denn jetzt am Bahnhof Zoo? Wir sehen hier die Typen so, Punker und so. Was wollt ihr sehen? Ja, wir haben da schon so viel drüber gehört. Und jetzt sind wir mal in Berlin und dann ist ja klar, dass wir sowas auch mal sehen wollen. Was macht euch da an? Was hat euch da interessiert? Kinder vom Bahnhof Zoo, das Buch, oder lockt nach wie vor, ja? Ja. Und wie gefällt's euch hier, das Milieu? Gut. Ist bedrückend, ja? Ja, überhaupt die ganze Atmosphäre hier sieht. C'est ainsi que les jeunes sont entrés en contact avec les drogues, avec le sound. Sans le livre, le sound aurait presque fait faillite à cette époque. Le livre a provoqué un afflux énorme. C'était vraiment comme un pèlerinage. Ich weiß nicht, ob die Christiane mir das jetzt glaubt, aber man kann es ihr unheimlich gut nachempfinden. Und das fand ich ganz toll an dem Buch. Was kannst du mir nachempfinden? Ich weiß nicht, die ganze Entwicklung, wie du zum Fixen gekommen bist, ist irgendwie... Und ich finde, das hat man an dem Buch gesehen, wie der ein Schritt nach dem anderen kommt. Und das die Sache ist jetzt wieder die, nur dass ich eigentlich euch jetzt wieder überrannt habe mit dem ganzen Problem vom Buch. Also, dass ihr wahrscheinlich nicht kapieren könnt, wie jemand, der ganz normal drauf ist, wie ihr, plötzlich irgendwie so ein Ding in die Hand nimmt und sich das in die Venen jagt. Doch, ne? Das fand ich eben gerade, das hat man bei deinem Buch kapieren können. Ja, dann ist gut. Und ich weiß, ich habe das Buch... J'ai lu le livre en une nuit. Planqué sous les couvertures avec une lampe, j'ai tout de suite été complètement captivée. Ce lien est si fort avec elle. Je ressens qui elle est. Qui est cette femme? Je me sens si proche d'elle que ça m'a conduit à avoir la même vie qu'elle. Le printemps est arrivé et il fait de plus en plus doux. Je suis toujours heureuse les premières belles journées de l'année. Mais je traîne tout le temps des tas de problèmes, sans même bien savoir lesquels. Quand je sniffe, les problèmes s'envolent, mais il y a longtemps qu'un sniff ne me fait plus la semaine. Ce mois de mai, je fête mon 14e anniversaire. Elle semble, d'après moi, dans le livre, victime d'un dysfonctionnement de la société, d'atroces circonstances. Mais pour moi, elle n'est pas du tout une victime. Alors je l'encourage tout le temps et je lui dis « Allez, tu vas y arriver !» Auf dem Bahnhof Zoo im Damenklo. Auf dem Bahnhof Zoo im Damenklo. Ich muss hungrig sein. Süßes Kind, dein braunes Haar ist wunderbar. Dein Stratzamstrumpf ist Wahnsinn. Oh, wow. Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du? Hey, süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du?
spitzen Lederschuhe, deine zerfetzten Rubberstockings, dein Minirock aus Einkaufsnetz, du süßes Kind. Le personnage de Christiane, plutôt la personne réelle Christiane F., a vu sa vie se transformer radicalement à cause de la parution de ce livre. C'est intéressant de voir, depuis l'apparition du livre jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une énorme fascination pour la personne même de Christiane. Es ist das Kind vom Bahnhof Zoo, the one but not the only. Es ist Christiane F. Meinst du, du kriegst irgendwann mal die Chance, diese Vergangenheit loszuwerden? Ja, es wird auf jeden Fall auch auf mich selbst ankommen. Hast du in den letzten 6 Jahren den Weg zurück in die Gesellschaft gefunden? Frag mal meine Nachbarn. Ja? Meinst du, wissen das besser? Ja, vielleicht. Kann man überhaupt sagen, dass man irgendwann mal ganz weg ist davon? Gibt es das bei Heroin? Bestimmt, das bestimmt, ja. Sie Klar, Sie sagten vorhin, dass Sie heiraten möchten. Möchten Sie auch Kinder haben? Und jetzt haben Sie doch einen Sohn. Und kann man sagen, dass das irgendwie das beste Mittel ist gegen Drogensucht? Eine Verantwortung zu übernehmen für jemand anderen als sich? Nein, auf gar keinen Fall. Wie wirkt Heroin, wenn Sie das nehmen, nachdem Sie 4 Jahre lang nichts gehabt haben? Also nach so einer langen Phase clean sein? Wie wirkt das? Wirkt es dann eigentlich relativ enttäuschend, wie eine Schlaftablette. Ja, es wirkt wie eine Schlaftablette. Diese Frage, jetzt ist sie clean, jetzt ist sie wieder nicht clean. Jetzt ist sie clean und jetzt ist sie wieder nicht clean. Und wenn sie nicht clean ist, müssen wir alle ganz böse mit ihr sein. Und wenn sie wieder brav ist und wenn sie wieder lieb ist, dann sind wir auch lieb. Wie kann man das dann als Mensch? Comment peut-on, en tant qu'être humain, après avoir vécu et exprimé toute cette histoire, comment est-ce possible de s'en sortir en étant en plus, de façon très soudaine, le visage d'une crise de société? Je pense que ça a dû être très très difficile. On n'aurait pas pu la mettre au lit avec une bouillotte? Et il existe de tout temps une grande fascination pour les histoires où de jeunes femmes sont détruites. Des histoires où elles détruisent leur corps. C'est fascinant pour beaucoup de gens, à l'époque comme aujourd'hui. Elle est devenue une icône, même hors des frontières. Plutôt comme un personnage de fiction. Un personnage culte. Ce qui nous a influencés, c'est bien sûr cette esthétique. Cet air pâle, cassé, ces cernes, ces cheveux filasses. Mais c'est aussi une fascination pour le fait de se perdre. On le sent bien dans le livre, la façon dont elle chute, se précipite, tête baissée, sans réfléchir. Et cette fascination, on peut la remarquer à Berlin encore aujourd'hui. Parfois c'est trop excessif. 3 jours de veille, plus dormir, juste faire la fête sans s'arrêter. Je m'arrête pas, je pense pas à demain, et si je m'effondre tout simplement. C'est un sentiment de mise en danger. Tout le livre traite de l'exploitation. Et c'est tellement révélateur qu'à la fin, ce qui reste, c'est encore une fois une histoire d'exploitation. L'exploitation de toute cette esthétique qui est fondée en arrière-plan par la vie de personnes réelles, d'expériences réelles, et aussi d'une culture underground qui était si vivante et riche à l'époque. J'aimerais bien utiliser ce livre, par exemple, pour échanger avec mes propres enfants. Pas seulement sur le thème de la drogue, mais aussi sur d'autres thèmes qui nous préoccupent durant toute la vie. Dans ce livre, on aborde ces questions de l'exploitation, des structures de pouvoir dans la société. C'est vraiment le bon livre pour réfléchir à tout ça. Ja, ich lebe immer noch von den Tantiemen vom Buch.
weil ich kann dieses ganze Image schlecht abschütteln. Es verfolgt mich doch immer wieder. Ich habe einfach nicht meine Ruhe gehabt. Man hat mich nicht in Ruhe gelassen, mit anderen Worten. Da sind immer irgendwelche Leute an mir interessiert, die mich einfach nicht ruhen lassen und mich nicht mein Ding machen lassen. Also weiter möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Nous sommes absolument seuls, séparés du monde extérieur par d'abruptes murailles blanches. Aucun son ne nous en parvient. Nous n'entendons d'autre bruit que celui des cascades. Nous construirons des cabanes. Nous planterons un immense jardin. Nous élèverons des animaux. Et nous dynamiterons l'unique chemin menant à la surface. De toute façon, nous n'avons aucune envie de retourner là-haut.